syndicat étudiant, la Cocarde étudiante, fête ses 10 ans. C'est plus que l'âge de raison. Et pour évoquer cet événement, j'ai autour de moi 4 des 6 présidents de la Cocarde qui se sont succédés donc à la tête de ce syndicat. Je salue bien évidemment pour commencer Quentin Limongi, Luc Lahalle, Vianney van der Scher et aussi, et actuellement, le président de la Cocarde étudiante, Édouard Binat. Bonjour messieurs. Et je vais vous poser une première question, avant même de vous demander le bilan de ces 10 années d'existence. Je note quand même qu'en 10 années d'existence, il y a 6 présidents. Ça veut dire que la durée de vie d'un président de la Cocarde étudiante est de l'ordre de 18 mois. Et je me suis dit, est-ce que c'est une volonté délibérée ou la faute n'a pas de chance? C'est Luc Lahalle. C'est un mandat de 1 an, renouvelable une fois. Donc, si tout va bien, c'est du coup 2 ans. Après, il y a une exception, c'est mon cas, puisque pendant le Covid, du coup, je devais rendre le mandat, mais on n'a pas pu faire d'AG. Et donc, 3 ans. Mais normalement, c'est 2 ans. Voilà. Pourquoi 2 ans? On a eu des présidents de syndicats à gauche qui sont restés pendant 30 ans. Pourquoi 2 ans? C'est aussi une volonté de rester plus proche des étudiants et d'empêcher d'avoir une gérontocratie qui va s'installer avec des personnes qui ont fini les études, qui n'ont plus de lien avec le milieu étudiant, qui n'ont plus l'emploi du temps, le quotidien d'un étudiant, mais qui vont tout de même garder la place. Et on peut le voir dans d'autres organisations étudiantes, où on va avoir des présidents d'organisations étudiantes qui ont 40, 50 ans. Et donc nous souhaitions conserver et ce dynamisme qui est propre à la Cocarde, de toujours être proche des jeunes, d'être proche des préoccupations et aussi de suivre et porter les évolutions de la société. Il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place aux jeunes, c'est important. Merci du conseil. On va pas s'entendre. Vous avez tenu samedi une grande réunion à Paris avec de très nombreux invités. Et le moment, je l'ai dit, de se remémorer finalement ces 10 années de combat. Et tout d'abord, bien sûr, la naissance du syndicat. On est en 2015. Quel était le contexte de l'époque? Alors, le contexte de l'époque, il faut se rappeler, on était sous le mandat donc, de François Hollande. Et il y avait une dynamique qui commençait à monter, avec des patriotes, des souverainistes venant de la droite, mais aussi de la gauche. Et c'est à ce moment-là où il y a eu la création de cette association en 2015, avec Maxime Duvauchel, premier président de la Cocarde étudiante, Pierre Gentier, qui était président des jeunes de la droite populaire à l'époque, courant de l'UMP, et d'autres gens du Front National, debout la République à l'époque, le mouvement de Monsieur Dupont-Aignan. Et voilà, ils se sont réunis, ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose à faire, il y a une émulation qui est dans la jeunesse, des souverainistes de gauche, de droite. Et ils ont lancé cette idée, la Cocarde étudiante, sur le campus d'Assas. Et avec l'idée de, entre guillemets, déjà à l'époque, briser ce cordon sanitaire en disant on arrive à se parler entre nous. Les cadres politiques, eux, ne veulent pas le faire. Nous, on va le faire. On va discuter entre nous. On va faire des conférences. On va inviter des personnalités de tous les courants politiques. Samedi, lors de notre colloque, il y avait Alexandre Loubet, qui est maintenant député du Rassemblement national. À l'époque, il était responsable jeune de Debout la République, le mouvement de M. Dupont-Aignan. Et voilà, il y avait toute une émulation autour de cette jeunesse qui voulait discuter ensemble, qui n'était peut-être pas d'accord sur tout, mais au moins qui avait la France au cœur, en fait. Voilà, qui avait la France au cœur et qui voulait lancer cette dynamique. Et c'était un peu les prémices de ce qu'on voit maintenant après 10 belles années. C'était très nouveau quand on dit que c'est une innovation, c'est-à-dire que jamais dans les écuries de jeunes, si vous me permettez, des partis politiques ou des associations, il y avait de contacts ou de discussions. Et là, en fait, la Cocarde étudiante a servi peut-être de décloisonnement de la droite. Est-ce que vous pensez que c'est cela, ou est-ce qu'elle a suivi plutôt un mouvement qui était en cours? Je pense que ça a été un élément déclencheur. C'est-à-dire que vous aviez comme je me répète, mais vous aviez des jeunes qui n'avaient pas peur en fait de se faire taper par l'aspect médiatique, etc. et qui se sont dit on va faire quelque chose. Il y a une dynamique, il y a vraiment une dynamique. On va repolitiser aussi les facultés, aussi, parce qu'il y avait du monde dans ces facultés qui attendait, qui voyait la gauche, l'extrême gauche. Il y avait ce besoin d'un patriotisme et de souverainisme dans les facultés. Et de fait de se discuter ensemble, ça a permis, je pense, à certains cadres politiques de se dire ça fonctionne aussi, on peut le faire. On a l'exemple de Thierry Mariani, qui était à l'UMP à l'époque, qui était un de nos premiers soutiens, qui a commencé à parler avec Jordan Bardella aussi à l'époque, qui ont commencé à parler entre eux.
Et petit à petit, je pense que ça, peut-être pas, c'est pas grâce à nous que tout a sauté, mais la digue n'a pas sauté, pardon, grâce à nous, mais on a été précurseur. Je pense que la cocarde étudiante a été précurseur de cette vague, on va dire, de Vous avez rassemblement. démontré que ça pouvait fonctionner. Voilà, c'est ça. Peut-être mentionner Ouais, aussi l'affaire du réveillon de Noël, où justement on a eu un réveillon qui comportait des jeunes à l'époque de l'UMP et du Front National, de Debout la République, et où les médias ont fait tout un scandale que des jeunes de droite acceptent de se parler, de festoyer ensemble et de simplement juste se connaître. Et ça a été une prise de conscience, je pense, pour cette génération, de l'importance de faire tomber ces digues et de créer des structures annexes qui permettent de discuter et à l'abri des pressions des partis politiques. Est-ce que, quand on parle de la cocarde étudiante, on peut parler d'un essor progressif, peut-être difficile? Il y a eu la période du Covid, Luc Lal le disait, avec les difficultés que ça a dû comporter pour l'ensemble des étudiants français, et bien évidemment pour ceux de la cocarde tout particulièrement. Est-ce qu'on peut parler d'un essor progressif à la fois territorial, c'est-à-dire de Paris vers la province, et puis aussi électoral, parce qu'on part de rien en 2015, et puis eh bien, il y a des élections dans les facs et on obtient des élus. Vianney, vous n'avez pas parlé, alors c'est... Il y a eu un essor effectivement électoral et territorial. La cocarde a été fondée à Paris. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a au moins entre 20 et 30 sections en France, donc de nombreuses villes qui sont occupées par nos étudiants et ils essayent au mieux d'investir les universités. Concernant les élections étudiantes, c'est vrai que ça a commencé difficilement, même si je crois que c'était en 2017, il y avait eu combien d'élus à Pau? 4 À Pau, un sur le campus de la Sorbonne Paris 4, Gabriel, un ancien de la cocarde. Et depuis, ça s'est multiplié, non pas seulement à Paris, mais partout en France. Je me rappelle notamment en octobre 2023, on avait fait 7 élus à Belfort, qui n'est pas Paris comme vous pouvez le constater. En mars 2024, il y avait eu 4 élus UFR en Savoie. Donc vous voyez, c'est partout en France. On a réussi à déposer des listes, ce qui est déjà un vrai combat, parce qu'il faut trouver parfois une dizaine d'étudiants qui sont prêts à assumer un engagement politique de droite, où leur nom est affiché, leur photo est affichée. Donc déjà, déposer une liste, c'est un vrai combat. Et ensuite, il faut évidemment le concrétiser dans les urnes, et ça se fait de plus en plus. Et on a aussi commencé à participer à des élections nationales, qui sont les élections Crous, où là, il y a eu aussi un vrai essor, notamment l'année dernière, où sur une vingtaine de Crous, on a réussi à déposer sur 13 Crous en France, ce qui était déjà énorme. Et on a permis aussi de s'accaparer un peu la campagne en faisant parler de nos thématiques favorites, notamment la préférence nationale pour les étudiants. Préférence nationale pour les étudiants, oui, Luc, vous vouliez Sur l'aspect rajouter? progressif, il y a aussi 2 éléments. C'est qu'en 2018, avec les blocages, en fait, on passe d'une plateforme où à Paris, c'est quand même globalement une bande d'amis politisés. Et en fait, avec la présidentielle de 2017, il y a quand même beaucoup d'espoirs qu'ils ont un peu été déçus. Et en fait, avec les blocages, on va changer de profil. Du coup, on va recruter, à partir de très peu, on va recruter beaucoup de jeunes anti-blocage qui vont se découvrir de droite et qui vont du coup commencer au militantisme à travers la cocarde. C'est on est en 2018, les blocages étudiants c'est ça. contre la sélection c'est ça. à la fac. Ouais. Et là, on devient vraiment, après les blocages, à la rentrée 2018, en septembre, on devient vraiment le mouvement sur Paris. On devient la force militante de droite, patriote. Et donc là, il y a déjà une première base à Paris. Et puis ensuite, effectivement, progressivement, comme dit Vianney, il y a des sections qui se créent. Et sur les élections Crous dont on vient de parler, il y a eu 2 temps. Il y a en 2021, si je ne dis pas de bêtises. On se présente la première fois et on se présente seulement dans deux zones, Paris et Lyon. Et là, dans les dernières élections, dont celle dont vient de parler Vianney, on se présente dans 13. Pour donner un simple indicateur, nous sommes passés de 28 candidats à 190. Ce qui démontre un peu l'augmentation. Et on va le voir dans un environnement qui est difficile et hostile. Avant d'évoquer ça, d'ailleurs, dans cette décennie, quelle est pour vous 4, Maxime et Pierre ne sont pas là pour l'évoquer, mais quelles sont pour vous la plus grande victoire, aussi peut-être le plus grand échec, le moment peut-être le plus délicat? On a parlé de la crise sanitaire, ça devait être un moment délicat pour le syndicat. Est-ce que vous avez, quelle est la plus belle victoire pour vous, à chacun d'entre vous d'ailleurs? Je vais répondre en dernier, j'ai répondu en premier tout à l'heure. C'est le plus ancien autour de cette table.
la victoire, pour moi, j'étais plus président, mais c'est vraiment l'essor en 2019. Moi, il y a une date marquante, c'était les européennes de 2019, entre guillemets, où on a vu beaucoup de jeunes, je ne parle pas d'un parti en particulier, mais beaucoup de jeunes se sont engagés, comme a dit Luc, post-2018. Les européennes se sont engagées sur leurs universités, et ce sont, pour certains, et ça c'est une vraie victoire, découvert des motivations sur les campus, mais en dehors, etc., pour le bien commun pour certains, ou pour des aspects plutôt politiques pour d'autres. Mais les européennes de 2019, il y a vraiment quelque chose qui s'est fait dans la jeunesse patriote, avec après les résultats du côté politique, mais du côté jeunesse, il y a quelque chose qui s'est fait. Les jeunes ont pris conscience qu'ils pouvaient faire quelque chose en dehors de la gauche. Voilà. Et je pense que ça, c'est une date pour moi, et pourtant, je n'étais plus président, je regardais ça de loin, mais c'est quelque chose, moi, c'est la date de 2019 que je garde un peu en tête. Un autre point de vue sur un échec, une victoire. J'ai l'impression que j'ai le sentiment que vous allez me dire aussi la puissance du fait communautaire. C'est une communauté cocarde étudiante, vraiment une école d'amitié réelle, et très surprenante. Très surprenante. Moi, je vois rarement de querelles, par exemple, alors que les syndicats étudiants autres sont traversés par des querelles idéologiques, puis aussi humaines. C'est pas le cas. Il peut y en avoir, mais nous avons ce principe de laver le linge sale en famille et de régler les querelles entre nous pour ne pas donner des munitions supplémentaires à la gauche. Et surtout, la cocarde, c'est aussi c'est vraiment un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis qui est, comme disait Luc, sur Paris, qui s'est développé en province. Et c'est des réelles amitiés. Il y a des formations qui se font entre des sections. Vianney a animé beaucoup de formations entre la Savoie, d'autres sections, etc., qui se sont rencontrées. Et c'est ça aussi, c'est que c'est une amitié. Pour certains, des anciens, ça devient même des très bons amis. Et c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de... Comme disait Édouard, on garde ça de notre côté, on règle ça en interne. Mais de manière générale, ça se passe très bien. Un bon groupe d'amis, c'est ça la force de la cocarde, c'est qu'on arrive à faire de la politique, du monde estudiantin, mais aussi les choses à côté. On reste des jeunes. À l'université, vous avez la vingtaine. Il ne faut pas oublier qu'à 20 ans, ça peut aller faire du sport ensemble, on peut aller voir un concert, aller dans un bar. Et c'est ça aussi la force de la cocarde, c'est de sortir un peu du cliché estudiantin d'un syndicat trop propre sur le costard-cravate, on va dire, d'une certaine époque. Voilà, maintenant, la cocarde, ça a permis à des jeunes de se rencontrer, de faire des liens d'amitié, et ça perdure depuis maintenant 10 ans. Quelles sont vos principales revendications? Parce que là, vous parlez d'un recrutement, d'une mobilisation des étudiants dans les facultés. Et quelles sont les principales revendications, celles qui font la différence? On a évoqué la préférence nationale dans la fac. Il faut d'ailleurs l'expliciter. Qu'est-ce que ça veut dire, la préférence nationale dans la fac? Dans l'attribution, par exemple, des logements étudiants ou des bourses, qu'elles soient prioritairement remises ou, en ce qui concerne les logements remis, aux étudiants français, parce qu'il n'est pas normal que des étudiants français qui souffrent de la précarité étudiante, qui ont peu de moyens, soient relégués au second plan, et que des étudiants étrangers, qui ont peut-être toute la bonne volonté du monde, mais soient priorisés dans l'attribution d'un logement, pendant que le français est à la rue. On est en France, c'est les Français qui cotisent, c'est normal que ça revienne prioritairement aux Français. Donc ça a toujours été l'une de nos revendications principales. Pour l'Arcom, je dirais que c'est pas légal, que vous proposez quelque chose qui est contraire à la loi. Ce qui est intéressant de voir, c'est les statistiques. Quand on regarde les statistiques d'occupation... La loi, ça se modifie, si je puis me permettre. Oui, et quand on regarde les statistiques d'occupation des logements universitaires, on se rend compte que les étudiants étrangers représentent 12% de la population étudiante française, mais occupent entre 40 et 50% des logements étudiants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a actuellement une préférence étrangère. Si la préférence nationale ou la priorité nationale est illégale, alors la préférence étrangère devrait l'être. Donc on devrait logiquement avoir 12% d'étudiants étrangers. Donc soit on a 12% d'étudiants étrangers dans les logements universitaires, soit on applique la priorité nationale. Mais en l'occurrence, on ne peut pas avoir une priorité étrangère. On demande, les syndicats étudiants défendent souvent les étudiants, leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. On ne vous entend pas souvent sur cette question-là. C'est quelque chose que vous laissez à la gauche ou... Alors, pas du tout. Nous avons tout un programme syndical, mais simplement, la gauche et une partie des médias ont tendance à vouloir invisibiliser notre parole sur le sujet, à essayer de nous représenter comme une organisation politique qui ne serait pas là, qui n'en aurait rien à faire des étudiants. On va en reparler. Alors que justement, nous avons cette volonté, nous avons tout un programme, nous avons des mesures, nous rencontrons des députés pour leur soumettre ces mesures, et nous avons à cœur d'améliorer la qualité de vie des étudiants. Nous participons au conseil, nous portons des propositions, et même... dans la question d'agir directement au contact des étudiants, nous organisons des maraudes, des distributions, nous essayons d'être présents pour les étudiants, de les aider dans leur démarche administrative, de faire le vrai travail que ferait un syndicat étudiant.
Alors, votre travail d'implantation et d'expansion est souvent freiné par votre présence sur un terrain hostile, je l'ai dit, où il faut combattre les autres syndicats étudiants. Ça, à la limite, c'est la règle, mais aussi les administrations universitaires, mais aussi le corps professoral. J'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas au cœur, finalement, d'un des derniers réduits de l'ultra-gauche et du wokisme? Est-ce que ce n'est pas là le cœur nucléaire dans lequel vous vous immiscez? Et ça, c'est inacceptable. On verra que ça entraîne forcément même de la violence contre vous. Ne répondez pas tous en même temps. Bien, évidemment, oui. Les universités ont toujours été politisées, c'est une chose. Je ne saurais pas vous dire à quelle époque elles se sont gauchisées. Je pense que, sans vouloir vous faire d'offense, c'était déjà le cas de votre temps. Oui. Et donc, effectivement, c'est un endroit compliqué. Mais en même temps, c'est assez stimulant pour les étudiants parce que quand ils vont à l'université et qu'ils peuvent développer, si vous voulez, leur pensée, qu'ils peuvent la défendre, on a besoin, quand on est jeune aussi, d'action, on a besoin de défendre quelque chose. Et donc, c'est intéressant déjà de ce point de vue-là. Ensuite, une fois qu'on a fait le constat que les universités peuvent, pour certaines, être aux mains de la gauche, que ce soit d'un point de vue de l'administration, des professeurs, des étudiants, c'est bien, on a fait le constat, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et donc, je pense pour moi, il y a une part de devoir des étudiants qui en ont conscience et qui en ont la possibilité, ce qui n'est pas le cas de tous, pour X ou Y raison, j'allais dire de se battre, en tout cas, de défendre leurs idées et d'essayer de les diffuser aux autres. Il y a des jeunes qui sont parfois pas politisés, qui peuvent nous rejoindre sur des sujets comme, en l'occurrence, la question des blocages, ou au moment du Covid, il y avait la question des restrictions sanitaires contre lesquelles on s'était battu. Donc on arrive toujours à ne pas laisser ce terrain-là parce qu'on n'a pas le choix, que c'est stimulant et que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Luc. C'est ce qui aussi, pour répondre aussi en même temps à la question d'avant, ce qui fait l'amitié qui peut exister dans un syndicat comme le nôtre, c'est qu'en fait, le militant cocardier vit dans un milieu hostile. Il vit dans un milieu où il y a des enseignants qui les pointent, qui les discriminent, qui les pointent du doigt. Ils vivent dans un milieu où les syndicats sont d'extrême gauche, veulent pareil, les discriminer ou les frapper si besoin. Et en fait, du coup, les cocardiers se retrouvent ensemble et sont beaucoup plus solidaires. Leur amitié a un vrai sens. Quentin ? Ça, je suis entièrement d'accord. Là, je parle en tant qu'ancien président, plus âgé autour de la table. C'est vrai que j'ai vu ce fil en fait, conducteur. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. C'est qu'on a vu des générations... Moi, j'étais avec Luc, quand mon successeur, on a fait des choses ensemble. Je pense que Luc avec Vianney avec Édouard. Et on a tous eu ce même sentiment, une administration contre nous, parfois tenter de nous bloquer des listes, des enseignants qui vous pointent du doigt. Et face à ça, comme disait Luc, on fait corps ensemble. Et c'est la beauté de la cocarde étudiante, c'est pour reprendre une expression de Pierre Gentier qui n'est pas là, mais la cocarde étudiante, on n'est pas des militants de salon, on est des militants de terrain. Et ça, on le ressent bien comparé à d'autres syndicats étudiants concurrents. On est sur le terrain, comme on peut le voir. Oui, je vois bien d'ailleurs que sur le terrain, c'est difficile. Edouard Ménard, je me tourne vers vous parce qu'en fin de semaine dernière, quand on parle de la violence, là, elle s'incarne très clairement dans une agression dont étaient l'objet vos étudiants à l'université de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est à Seine-Saint-Denis, 93. C'est une agression qui est une agression armée contre vos étudiants. J'ai envie de vous dire, est-ce que, premièrement, on peut concevoir ce degré de violence et comment on gère ce type de tension? Il y a la réalité et il y a les belles idées. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut condamner ces actes et on pourrait dire que c'est absolument inacceptable. Mais c'est une réalité que l'extrême gauche tente de protéger son dernier bastion par la violence et par les intimidations. Avec des armes. Oui, dans l'occurrence, ce qui est arrivé, c'est qu'un militant d'extrême gauche a tenté de sortir une arme à feu pour menacer nos militants. Il a été maîtrisé avant de pouvoir la sortir et nous avons tenté de le remettre à la police avant que la sécurité de l'université ne le libère et le fasse rentrer dans l'université. Ce qui montre à nouveau une sorte de coopération entre les groupuscules antifascistes, les administrations de l'université et souvent des professeurs et des enseignants, vu que certains enseignants étaient dehors à ce moment-là et ont refusé d'intervenir. Édouard Bidin, j'entends la petite voix qui dit « Mais pourquoi ils vont à Saint-Denis? C'est tellement dangereux, pourquoi ils y vont ?» Justement,
on a intériorisé le fait que certains endroits ne seraient plus possibles pour nous. Ou lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit « mais qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas chez vous ». Mais si, nous sommes partout chez nous en France. Et il faut arrêter de penser que certaines idées n'ont pas le droit d'exister à certains endroits. À partir du moment où nous sommes français, que nous voulons vivre en tant que français et perpétuer une tradition et un peuple plurimillénaire, nous avons le droit de le faire partout en France. Et à ce niveau-là, de par le fait que nous avons maintenant des années d'expérience établies par mes prédécesseurs, nous avons développé des manières de pouvoir réagir efficacement et sans danger. Et c'est une chose que je veux absolument accentuer, c'est que même dans un cas aussi grave où quelqu'un a tenté de sortir une arme à feu, il a été maîtrisé non pas par la police, mais par nos militants, et personne n'a été blessé. Cela démontre la qualité du professionnalisme que nous sommes capables d'avoir dans ce genre de situation, le sang-froid de certains de nos militants qui est absolument admirable, pour l'avoir vu de mes yeux, et c'est quelque chose qui prouve qu'on peut s'engager. On peut s'engager même parfois dans les pires situations, on arrive à s'en sortir, on arrive à aller de l'avant et à progresser. Pour rebondir sur ce que dit Édouard, c'est sur l'idée qu'on nous dise à chaque fois que ce territoire n'est pas à nous. En fait, à chaque fois, on nous le fait, ce coup. La première fois qu'on est allé à Tolbiac... Paris-Mendès-France. Ouais, Paris, oui, c'est ça. Et on était un peu naïfs, on découvrait un peu la politique. Et je me souvenir, c'est le premier militant qui arrive, il s'appelait Maxime, il commence à distribuer ses tracts, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui attrape les deux bras et qui lui met un coup de boule, qui lui casse le nez. Et les gens autour de nous nous disent « Ah, mais en même temps... qu'est-ce que vous faites ici? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de le faire ici. Je l'ai entendu 100 fois, tellement de fois. Mais pourquoi ils y vont? Mais à force d'y retourner, on y retournait, prenant les précautions, les plus grandes précautions possibles. Et au bout d'un moment, on nous disait plus ça. Puis il y avait beaucoup moins d'attaques. Puis après, on a fait ça à Nanterre. Puis ça a été violent. Et puis au bout d'un moment, il faut toujours prendre des précautions, mais c'est plus... c'est pacifié, quoi. Et ça énerve. Je vois des fichiers S sur les réseaux sociaux qui sont scandalisés de votre présence dans les universités. Qu'est-ce qui distingue la cocarde étudiante et autres syndicats? Je pense par exemple à l'UNI, parce que l'UNI est considéré par exemple par la France Insoumise comme un syndicat aujourd'hui dit d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il a ce terme péjoratif qu'on associe à tous les étudiants de droite. Et je me dis, est-ce que le rassemblement de ces deux syndicats, c'est une hypothèse plausible, possible, ou inefficace d'ailleurs? Déjà, aux yeux de la France Insoumise, qui n'est pas d'extrême droite, Martial. C'est vrai. Si on veut répondre à cette question. L'UNI, c'est un syndicat qui se dit de droite, qui fait d'ailleurs aussi des belles actions. La cocarde et l'UNI ont leur passif différent, sont pas nés à la même époque aussi. L'UNI a une histoire assez longue, assez vieille, avec peut-être ses heures de gloire, ses heures un peu plus sombres, notamment sarkozystes et juppéistes. Après, nous, on n'a rien à se reprocher là-dessus, si vous voulez. Je pense aux dernières élections Crous dont je vous ai parlé, où nous avons justement proposé, dans un communiqué public et dans des échanges privés, aux responsables de l'UNI de créer des listes communes dans certains Crous pour éviter une dispersion des voix et que nous puissions peut-être remporter des élus sur des Crous où ça aurait été plus compliqué. On n'a pas eu de réponse. Et évidemment, tout le monde a vu cet appel. Donc si des gens l'ont vu, ils l'ont vu. Ils ont refusé parce que ça ne les servait pas eux. Donc à un moment aussi, il faut savoir réfléchir et ne pas voir son propre intérêt. C'est ce qu'on a essayé de faire nous, ça n'a pas été reçu. À l'avenir, ça sera plus mon camarade Édouard qui vous répondra sur de potentielles alliances. Mais je ne pense pas qu'on soit du tout fermé à cette idée-là parce qu'on sait ce qui nous rassemble, on sait ce qui peut parfois aussi nous distancier. Mais on sait qu'on se bat quand même globalement pour les mêmes idées, pour le même amour de la France. Donc il ne faut pas être non plus fermé et pessimiste pour... Vous avez quelque chose à ajouter, Édouard, sur cette notion-là, qui est de l'alliance, mais toujours difficile entre des syndicats qui sont des syndicats, disons, dans l'opposition? Il y a tout d'abord deux choses différentes. Il y a la question de l'alliance et la question de la fusion. Souvent, on nous dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a la cocarde et pourquoi est-ce qu'il y a l'UNI si les deux organisations sont de droite? Si elles existent, c'est parce nous touchons un public différent, nous avons des méthodes différentes, et nous avons toute une histoire différente, des pratiques, ce qui fait que nous sommes deux organisations différentes avec nos spécificités. Et cela continuera. Par contre, cela n'empêche en rien les alliances. Nous avons déjà proposé des alliances circonstancielles à l'UNI, qui a toujours préféré soit ne pas répondre, soit nous proposer comme alliance le fait de nous ranger derrière leur bannière, d'accepter leur nom et de ne rien obtenir en retour. Ce que nous n'allons pas faire, puisque l'une des raisons pour lesquelles nous participons aux élections étudiantes, c'est pour avancer des idées, participer à un combat politique et participer à faire avancer et gagner les idées de la droite.
nous refusons de cacher nos couleurs et de jouer le jeu de l'électoralisme, d'essayer de faire le maximum de votes et le maximum de sièges en cachant nos couleurs et en refusant de porter un véritable combat politique. Donc nous ne sommes absolument pas fermés à ces alliances, nous continuerons à les proposer à l'avenir lorsqu'il le faudra, mais par contre la cocarde étudiante continuera toujours d'exister comme organisation indépendante, avec comme volonté de porter des idées politiques spécifiques. C'est parfaitement clair. Lors de votre colloque ce samedi dernier, se sont succédé de nombreuses personnalités politiques. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas renforcer le point de vue de ceux qui vous accusent de faire de la politique sous couvert de syndicalisme, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'UNEF, par exemple, ou consorts? Nous faisons les deux, mais on l'a toujours assumé. On s'adresse aux étudiants sur des questions très concrètes qui les touchent au quotidien et qui ne sont pas forcément très politiques, donc le côté syndical. Mais les étudiants, les jeunes, comme tous les Français, sont touchés par des questions plus grandes, et notamment les questions qui nous touchent particulièrement, immigration, insécurité, identité, islamisme, etc. Et donc, c'est des questions qui touchent au quotidien les jeunes, donc on est obligé d'en parler. Donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'on fait de la politique, oui, mais on l'assume. Puis, est-ce que ce n'est pas une courroie de transmission, alors? Non, on fait du syndicalisme et de la politique. Ouais. Puis il y a beaucoup de sujets qui se touchent. Oui. Quand on fait la campagne Crous sur les logements Crous, sur la priorité nationale, c'est des sujets qui se touchent. Il y a une certaine hypocrisie de la gauche à ce sujet, de qualifier de politique ce qui leur déplaît, ce qui n'est pas leurs idées, de cacher le reste derrière le syndicalisme. Qu'est-ce qui différencie le syndicalisme de la politique ? En soi, lorsqu'un syndicat étudiant de gauche va défendre un salaire pour les étudiants, c'est de la politique. Simplement, en fait, chacune de nos revendications a un lien avec les étudiants, avec les intérêts de la jeunesse ou les intérêts de la nation. Nous ne nous cacherons jamais d'avoir des opinions politiques parfois divergentes, y compris au sein du syndicat. Puisque vous parliez du colloque, nous ne sommes pas le syndicat étudiant d'un parti politique spécifique. Nous avions le Rassemblement national, nous avions Identité et Liberté, et nous avions Reconquête, nous avions l'UDR, mais nous avons aussi eu un membre des Républicains. Nous souhaitons représenter les différents courants au sein de la droite étudiante française, mais nous souhaitons aussi incarner certaines valeurs spécifiques, quitte à parfois rentrer en opposition avec des organisations politiques. Très bien. J'allais vous demander quels sont vos projets pour les 10 ans à venir, mais faute de temps, je ne pourrai pas le faire. La dernière question, c'est que quand on fait du syndicalisme étudiant, c'est un éternel recommencement, puisqu'il faut tout recommencer au fur et à mesure du départ des étudiants et la fin de leurs études. Et après, quand on n'est plus à la cocarde étudiante, parce qu'on n'est plus étudiant, la porte se ferme, on n'est plus des amis, ou est-ce qu'il y a la possibilité de continuer à œuvrer avec vous? Parce que quand j'ai bien compris, on n'est plus étudiant, on ne peut plus être président de la cocarde, mais alors quand on n'est plus étudiant, est-ce qu'on peut rester en contact avec la cocarde, ou est-ce que c'était le passé? Et faisons-en table rase. Non, on peut, on en est certains des exemples. On peut continuer à travers une transmission, comme on peut faire avec des rencontres de jeunes, etc. On soutient la cocarde, les anciens de la cocarde étudiante participent au soutien à la fois financier, mais aussi un réseau qui se crée d'anciens, comme toute association étudiante. Et je pense vraiment, c'est ce que disait Luc tout à l'heure, c'est que la cocarde, en fait, on la garde vraiment tout au fond de nous. Et on se soutient, on va soutenir les étudiants. Ceux qui sont dans le privé vont peut-être essayer d'aider des futurs... des gens en Master 2, par exemple, qui vont sortir en se disant « je ne suis plus étudiant après, qu'est-ce que je fais ?» On a un réseau d'anciens au sein de la cocarde qui peut vous aider à trouver un stage, un premier emploi, c'est arrivé. Ou aussi, si certains ont des envies de partir dans des fonctions politiques, certains ont été élus députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen. Ça peut être des voies à suivre, le privé, la fonction publique. La cocarde étudiante a un vrai suivi ensuite. Et ça aussi, c'est notre force. En 10 ans, on a réussi à... Je pense, certaines associations étudiantes, syndicats, comme on l'a dit, ont un passé. Mais nous, en 10 ans, on a réussi à très vite se structurer en pensant aussi à l'avenir de justement ces étudiants pour créer un vrai réseau cocarde. Luc gère ce réseau cocarde d'anciens et justement, il propose une banque de stages, des emplois divers et variés. Et ça, je pense que c'est notre force. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant, il y a la cocarde lycée, Martial, la cocarde lycée jusqu'au réseau professionnel. Il y a une vraie famille cocarde qui s'est créée en à peine 10 ans. Et je pense que dans 10 ans, on reviendra et on pourra encore vous développer
moult et moult histoires. Voilà. Pour rebondir, Je serai là pour poser les questions, Vianney. J'espère. aussi que la Cocarde est une école de formation. Donc on forme des militants, idéologiquement, à parler, voilà. Et le but, c'est que derrière, ça soit une école de cadre où on propose au monde politique des gens formés, des gens comme un diplôme, puisqu'on sait que parfois les universités proposent des diplômes qui valent pas grand-chose. Et ben là, ça soit une sorte de diplôme cocarde, de qualité, de formés, de d'engagement militants patriote. formés, voilà. Et de qualité. Merci beaucoup, messieurs. Merci Quentin Limanger, merci Luc Lal, merci Vianney van der Scher et merci Monsieur le Président de la Cocarde étudiante, Édouard Binat. Merci à vous. Merci. Merci.